plus ou moins longtemps, certains depuis très longtemps. Et je dois dire que lorsque Agnès et Alexandra m'ont contacté, au début j'ai été un petit peu, je ne dirais pas ennuyé, mais un petit peu effrayé parce que je dois dire que ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on me demande de faire une introduction à un cours sur l'archéologie de la mort et où je dois régulièrement parler des indices qui permettent de conclure au caractère primaire ou secondaire d'une sépulture, au milieu de décomposition, etc. Et je me suis dit que, bon, il était quand même peut-être un peu temps pour moi, vous le voyez, d'innover, enfin en tout cas de passer à autre chose. C'est-à-dire que je vais garder pour une part la trame de ce que j'ai évoqué, mais je vais le faire en mettant en avant de nouvelles méthodes, de nouveaux acquis, en relation avec des travaux qu'on a menés, que j'ai pu mener à l'équipe au cours des dernières années. Et vous allez le voir, ça concerne à la fois des inhumations, mais aussi des crémations. Puisque, en fait, comme Agnès l'a dit, j'ai travaillé sur des périodes très diverses, mais pour une raison très simple, c'est que j'aurais passé toute ma vie de recherche à travailler sur les méthodes. Je n'ai pas fait de synthèse sur les comportements funéraires dans telle région, à telle période pour telle culture, etc. Mais je me suis interrogé sur la manière dont on pouvait essayer d'abord de réaliser les observations et puis d'interpréter ces observations en termes de comportement funéraire ou de comportement face à la mort, puisque de temps en temps, nous sommes confrontés à des dépôts qui relèvent effectivement de la mort d'individus, mais qui ne sont pas forcément dans un contexte de sépulture. Il y a des cadavres perdus, des cadavres abandonnés, etc. Alors, je vais prendre des exemples dans un certain nombre de gisements, mais je parlerai surtout de deux gisements, c'est-à-dire la nécropole tumulaire de Nordouze, dans le Bas-Rhin, qui est une nécropole qui se situe à la transition entre la fin de l'âge du bronze et la première moitié de l'âge du fer, si vous voulez. Ça va jusqu'au IVe siècle, mais le IVe est très anecdotique. On est surtout dans le premier âge du fer. C'est une fouille qui a été menée par Suzanne Ploin, mais aussi par un de mes élèves, mon premier élève en archéothanatologie, François Lambach, qui est médecin. Parce qu'à l'époque, il n'était pas question d'obtenir un poste au moment où il venait travailler avec moi. On ne pouvait certainement pas espérer qu'il y aurait des débouchés professionnels dans cette voie. Et il est donc praticien, mais il a continué à travailler. Nous avons déposé le manuscrit qui va paraître dans le courant vers la fin de cette année. Et puis, donc, le deuxième point d'ancrage consistera en un certain nombre de nécropoles romaines en Italie, que ce soit à Pompéi, que ce soit à Cumes, que ce soit au Vatican, mais évidemment sous le Vatican, et ce sont des tombes païennes. Il ne s'agit pas de crémation antique chrétienne, on y est pas. Alors, Nordouze, bon, c'est un ensemble de 5 tumulus, je vous ai mis le plan d'un. Vous voyez, bon, il y a un double fossé, puis vous avez donc un certain nombre, ça je suppose que c'est le pointeur, un certain nombre de sépultures, dont certaines ont été fouillées anciennement, c'est pour ça qu'il n'en reste que quelques vestiges, mais on a des informations, la fouille date de 1900, à l'époque où l'Alsace était allemande, mais on a des informations finalement relativement précises de la part de l'instituteur du village qui a fait ces investigations. Et si je me suis intéressé à Nordouze, c'est parce qu'il s'agit de tombes exceptionnelles, tout simplement parce que dans bien des cas, vous le voyez, les contenants ligneux, le bois des cercueils est conservé. Et là, ça va nous permettre évidemment d'établir des corrélations entre les déplacements que subissent les os au cours de la décomposition, en fonction de la morphologie du contenant, mais non seulement de la morphologie originelle du contenant, mais aussi de la manière dont le contenant, puisqu'il est organique,
en se décomposant, le contenant s'est déformé et a pu entraîner donc des déplacements d'os qui ne correspondent pas exactement à ce que nous donnerait la logique anatomique seule. Donc, je vous donnerai un certain nombre d'exemples. Vous le voyez, Et François Lambach s'est astreint à faire des relevés extrêmement précis en coordonnant tous les os, en notant l'orientation des fibres du bois, etc. Enfin, ce sont des relevés qui datent du début des années 80. Hein. C'est quand même un très, très joli travail d'enregistrement. Et j'ai évidemment eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Alors, évidemment, une question fondamentale qui se pose à propos des inhumations, et d'une sépulture d'une manière générale, c'est s'agit-il d'une sépulture primaire ou ce qu'on appelle une sépulture secondaire. Là, je parlerai de sépulture primaire. Vous le savez, une sépulture primaire, c'est une sépulture qui se caractérise par le fait qu'on a apporté le cadavre frais, au point de vue organique, au sens des poissons frais. Ce n'est pas une question de température, c'est une question d'état de non-décomposition, en quelque sorte. Le cadavre frais a été déposé dans la tombe, dans le lieu de dépôt définitif. Et tous les archéologues savent depuis très longtemps que pour prouver, le meilleur indice pour prouver le caractère primaire d'une sépulture, c'est naturellement la constatation des connexions anatomiques. Puisque quand on a déposé le corps, évidemment, si le corps est complet, tous les os sont en connexion à l'intérieur, et la décomposition, même avec l'action de la pesanteur, etc., va laisser un certain nombre de connexions anatomiques en place. Et c'est sur cet indice qu'on va fonder l'affirmation du caractère primaire du dépôt. Maintenant, j'ai été amené à moduler cette affirmation parce que, bien sûr, dans la décomposition du cadavre, toutes les articulations ne lâchent pas de manière simultanée. Il y a des articulations qui se défont très rapidement, alors que d'autres, au contraire, mettent beaucoup plus longtemps, parfois plusieurs mois, parfois plus d'une année, à lâcher. Lâcher, c'est-à-dire disparition des ligaments, de telle sorte que les pièces deviennent mobiles les unes par rapport aux autres. Évidemment, plus l'articulation qu'on observe en connexion est une articulation qui lâche vite, et plus cette observation sera pertinente pour prouver le caractère primaire d'une sépulture. Parce que si vous trouvez des articulations, par exemple, on en reparlera des articulations interphalangiennes de la main, si vous les imaginez, ne prenez pas ça dans l'absolu, mais imaginez qu'il faille, dans des conditions données, moins de 3 semaines pour détruire les ligaments d'une articulation interphalangienne de la main. Vous fouillez une sépulture et vous trouvez les phalanges en connexion anatomique, ça veut dire qu'il s'est passé moins de 3 semaines entre le décès et l'inhumation. Et si, au contraire, vous imaginez que pour faire lâcher un genou, il faut 9 mois, si vous n'observez que le genou en place, ça peut être effectivement une sépulture primaire dont tout le reste aura ensuite été perturbé, mais seul le genou sera resté en connexion. Mais ça peut être aussi une sépulture secondaire. On met le corps dans ce qu'on a appelé au Moyen-Âge le pourrissoir, dans un lieu de dépôt transitoire. Il se décompose. Et puis, mettons, au bout de 8 mois, les gens viennent pour récupérer les os. Tout est pratiquement disloqué, sauf que le fémur est encore attaché au tibia ou le tibia au fémur, comme vous voulez, par des ligaments. L'officiant ramasse le fémur, le tibia vient avec, il le met dans le panier, dans le contenant, il le transfère dans la tombe définitive, il dépose, et vous aurez une véritable sépulture secondaire avec une connexion anatomique. Donc, nous avons besoin d'une connaissance précise de la chronologie relative de lâchage des articulations. Jusque-là, c'est bien. Mais alors, évidemment, donc, chronologie relative de lâchage des articulations, et j'ai donc insisté sur le fait que les articulations que j'ai appelées les articulations labiles, c'est-à-dire celles qui lâchent le plus rapidement, le plus facilement dans la décomposition, sont plus démonstratives que les articulations persistantes qui, elles, ne lâchent qu'au bout de plusieurs mois.
je me suis dit, maintenant, je n'ai qu'à me tourner vers les traités de médecine légale pour savoir ce qui lâche vite et ce qui ne lâche pas. Là, le problème, c'est que ça n'a jamais intéressé le médecin légiste. La littérature, sauf quelques vagues publications de la deuxième moitié du XIXe siècle, la littérature de médecine légale ne contient pas d'informations à ce sujet. Et évidemment, chez nous, je crois qu'en Belgique c'est la même chose, il est inconcevable de faire des expérimentations sur le cadavre, sur la vitesse de décomposition. On m'a dit oui, mais les corps donnés à la science, non, les corps sont donnés à la médecine, ils ne sont pas donnés à la science, ils sont donnés pour améliorer des problèmes de santé publique. Et mieux interpréter une sépulture ancienne, ce n'est pas un problème de santé publique. On aurait du mal à faire admettre ça par les juges. Et donc, nous n'avons pas le droit, en Europe occidentale, je crois, dans la plupart des pays d'Europe occidentale, nous n'avons pas le droit d'utiliser des corps donnés à la médecine pour ce genre d'investigation. À titre d'exemple, juste avant la réunification des deux Allemagnes, il a fallu un vote du Bundestag, donc en République fédérale, pour autoriser l'utilisation de corps donnés à la médecine dans les expériences de crash automobile. Vous avez tous vu ces films où vous avez des gens dans une voiture, d'abord des mannequins, puis des cadavres dans une voiture avec ceinture, airbag, etc., qu'on envoie se fracasser contre des murs. Bon, à juste titre, de mon point de vue, les parlementaires allemands considéraient que la sécurité routière était un problème de santé publique. Et donc, ils ont autorisé. Mais il a fallu un vote du Parlement pour ça. On ne fait pas n'importe quoi avec les corps. Et nos préoccupations, je suis désolé, mais ne touchent pas à la santé publique. Alors, il y a des pays où, notamment les États-Unis, vous avez beaucoup d'entre vous entendu parler de la ferme des cadavres, etc. Il y a des pays où on peut faire ce genre de choses, mais je dois dire que d'une manière générale, ce sont des investigations qui sont quand même tournées davantage vers des problèmes de médecine légale, de médecine judiciaire, plutôt que vers des problèmes archéologiques. Et moi, je pensais qu'en plus, c'était relativement douteux parce que, tout simplement, dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, la plupart des gens meurent avec des antibiotiques ou avec des antifongiques dans le corps. Et donc, dans le tube digestif. Et du coup, ça peut modifier la dynamique de développement des bactéries, etc. Mais Kevin m'a appris que dans un colloque récent, là, en fait, il y avait eu un certain nombre de communications qui semblent aller plutôt, finalement, dans le sens de ce que j'avais établi, mais par une autre voie. Et cette autre voie, c'est l'archéologie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a parfois la possibilité de voir ici, vous avez le squelette d'une femme âgée qui a été trouvée dans un étang côtier près de Montpellier, à Latte. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez ce squelette dans une couche de vase en bordure d'étang. Et on voit bien que c'est en connexion anatomique globalement, mais on voit aussi qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas en connexion, par exemple la tête, ici. Alors, cette image, et vous voyez quand même que c'est assez extraordinaire, parce que quand on voit les mains, ce sont parmi les plus belles mains que j'ai fouillées en connexion. On a jusqu'aux sésamoïdes, qui sont des petites pastilles osseuses plaquées contre la tête des métacarpiens à l'intérieur des tendons des fléchisseurs. C'est parfaitement en place, il n'y a aucun problème. Mais cette image, on va la construire à partir de plusieurs relevés consécutifs. Et là, par exemple, vous voyez tout de suite que la tête, le bloc crânio-facial en connexion avec la mandibule est décalé par rapport à l'axe vertébral. Et puis, vous avez la scapula qui est remontée. Dans le secret de votre alcôve, vous prêterez un examen d'une personne qui daignera se laisser palper la scapula. Et vous verrez que ce relief qui est ici, qu'on appelle l'épine de la scapula, est presque horizontal. Il est à peine ascendant, en haut et en dehors. Et là, la scapula est complètement basculée. Alors, c'est possible
C'est possible si vous mettez votre membre comme ceci. C'est-à-dire que jusque-là, quand vous faites une élévation, une abduction du bras, jusqu'à 90 degrés, c'est l'humérus qui se déplace par rapport à la scapula, mais au-delà, ça bloque. Et en fait, c'est la scapula qui bascule par rapport au thorax. Donc, ça, c'est possible. La scapula peut être dans cette position, mais à condition que le membre soit comme ça. Or là, vous voyez où est la main gauche. Est-ce que le sujet est sur le ventre? La main gauche, elle est ici. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. De même, vous avez une disjonction des côtes gauches à ce niveau-là. L'image suivante vous montre des choses tout à fait étonnantes, c'est-à-dire que là, vous voyez la colonne vertébrale en place, puis vous voyez une disjonction. Ça, sous le bloc crânio-facial, il y avait l'atlas, la première vertèbre cervicale, en vue latérale droite, comme le squelette de la tête. Au-dessous de l'atlas, il y a l'axis, mais qui est en vue supérieure, cette fois. Et puis là, vous avez la colonne vertébrale et vous avez une disjonction importante. À ce niveau-là, vous avez la scapula, mais ce que vous voyez ici, c'est la tête de l'humérus et la clavicule. C'est-à-dire que ce n'est pas la scapula seule qui a basculé, mais c'est ceci. C'est-à-dire qu'on a une ascension de tous les os de l'épaule, une ascension cohérente. L'épaule est remontée, mais au niveau du coude, on a une disjonction puisque l'extrémité proximale de l'ulna, qui normalement passe en arrière du coude, c'est la pointe que vous sentez en arrière du coude, ici se trouve en avant. On a donc une anomalie anatomique. Et surtout au niveau du poignet, eh bien, vous avez les deux os de l'avant-bras, radius et ulna, qui sont en connexion stricte. La main est en connexion stricte, mais on a un hiatus de 7 cm et sans trace de découpe, etc. Là, on a un déplacement important qu'il va falloir expliquer. Et enfin, sur la dernière image, eh bien, ce que vous voyez, c'est effectivement la clavicule qui est complètement remontée et on voit que sous l'axis se trouve la troisième cervicale. La disjonction s'est faite entre la troisième et la quatrième cervicale. Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'au moment, c'est probablement, on est dans un sédiment semi-liquide, dans de la vase, il y a des questions de zones de pression et de zones de décharge, et probablement, il s'est créé une zone de décharge dans ce secteur. Et donc, les os ont été attirés vers cette zone de plus faible pression. La tête a basculé. Eh bien, au moment où la tête a basculé, on sait que la mandibule tenait encore à la base du crâne par des ligaments, puisque ça s'est déplacé de façon cohérente. L'atlas aussi. L'axis et la troisième cervicale ont été entraînés, mais se sont détachés, puisqu'on n'a plus une orientation concordante. En revanche, on est certain qu'il n'y avait plus aucun ligament entre la troisième et la quatrième vertèbre cervicale, puisque tout ce paquet qui est au-dessus de la quatrième cervicale s'est déplacé de façon cohérente. De la même manière, au niveau du membre supérieur, vous avez cette ascension. Au niveau de l'épaule, les ligaments tiennent encore, puisque tout remonte en connexion anatomique parfaite. Au niveau du coude, c'est en train de lâcher, et au niveau de la main, tout simplement, tous les ligaments du poignet avait disparu, la main était décomposée sur place, et vous avez ce phénomène de traction douce, en quelque sorte, d'ascension douce dans ce sédiment semi-liquide. L'avant-bras a été tiré, et la main vers le haut, et la main est restée à l'emplacement. Donc, vous savez qu'à ce moment-là, ça, c'est parfaitement cohérent, ça, c'est en train de lâcher, ça, c'est complètement disloqué. Et vous voyez donc qu'en cumulant ces observations sur des centaines et des centaines de sépultures, on va obtenir des informations sur la chronologie de lâchage des articulations. Et ça, c'est comme ça que j'ai construit cette hiérarchie. Et c'est vrai que je suis assez surpris dans un sens heureux, évidemment, de constater que les observations actuelles en médecine légale, dans la ferme des cadavres, etc., vont tout à fait dans le même sens pour la plupart des choses. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai des choses nouvelles. Eh bien, là, vous avez une des sépultures de Nord-12, par exemple. Tumulus 2A, la tombe 12. Eh bien, là, vous voyez que les os des membres inférieurs de la cuisse et de la jambe se chevauchent au niveau du genou.
Hein, les fémurs descendent plus bas que la tête, le tibia et des fibulas, des deux côtés. Ça, très probablement, c'est la décomposition de quelqu'un qui a été inhumé couché sur le dos avec les genoux surélevés. Évidemment, quand les ligaments lâchent, ça tombe et vous avez un chevauchement des deux. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez que ici, vous avez cet os qui est la patella gauche, la rotule. Et la rotule est descendue au niveau du tiers distal de la jambe. Et ça, c'est dans ce mouvement, la patella est libérée par la décomposition de la masse du quadriceps, et en fait, elle va pendre. Elle est encore rattachée à la tubérosité tibiale, et elle pend ici. Et ensuite, elle flue dans les masses en décomposition, et elle descend comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit tout simplement que la patella reste reliée plus longtemps au tibia qu'au fémur, chose qu'on ignorait complètement. Hein, vous avez un ordre de lâchage des articulations. Là, inutile d'espérer que la médecine légale, la ferme des cadavres, etc., nous donne des informations là-dessus. Tout simplement, il s'agit d'enfants. Et là, les personnes qui travaillent en anthropologie judiciaire, en forensique, anthropologie, travaillent sur des adultes. Mais évidemment, il est tout à fait exceptionnel qu'une famille donne le cadavre de l'enfant pour que des gens fassent des expérimentations sur la décomposition des corps. Hein. Vous imaginez bien que... Bon, eh bien, là, par exemple, vous avez un enfant qui est couché sur le dos, et si vous regardez le bassin, vous voyez les deux os coxaux qui se sont mis à plat, qui se sont ouverts, alors que normalement, évidemment, ils sont comme ceci, ils se sont ouverts sous l'action de la pesanteur, on le voit très bien, ils sont dissociés du sacrum. Mais si je regarde le relevé, j'ai les ignomes, mais à cet âge-là, c'est un enfant de 8 ans à peu près, eh bien, les 3 pièces de l'os coxal sont reliées par des ponts de cartilage. Un cartilage entre l'ilium, l'ischium, un cartilage entre l'ilium et le pubis. Chez l'enfant, évidemment, tout est cohérent, mais le cartilage, c'est organique, ça se décompose. Et normalement, chaque pièce doit évoluer pour son propre compte. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que dans ce mouvement, qui est évidemment centré sur les têtes des fémurs, dans ce mouvement, les pièces sont restées en connexion les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les ligaments de l'articulation sacro-iliaque, ce qui relie les éléments du bassin à l'arrière, lâchent plus rapidement que les cartilages qui unissent entre eux les 3 pièces de l'os coxal, ce qu'on appelle le cartilage en Y, mais aussi le cartilage entre la tête du fémur et le col du fémur, puisque les têtes sont restées en place au moment où le basculement s'est fait. Et donc là, nous avons des informations, ça c'est un champ immense à explorer, c'est la dynamique d'évolution d'évolution des articulations, de la dislocation articulaire chez l'enfant, puisque là, on n'a pas seulement les ligaments, les moyens de contention de l'articulation, on a aussi les pièces qui unissent les éléments, enfin les structures qui unissent les pièces osseuses les unes aux autres, les points centraux par rapport aux points secondaires, etc., tout ce qu'on appelle les cartilages de croissance. Ligaments et cartilages de croissance sont des structures organiques, ça disparaît, mais nous devons nous préoccuper de connaître l'ordre relatif de lâchage. Là, vous avez des exemples de ce qu'on peut essayer de faire. Parmi les articulations les plus labiles de l'organisme, on a notamment les articulations de la main, et notamment du poignet, métacarpe et phalange. Parmi les articulations les plus persistantes, même s'il y a des variations, on a les articulations du bassin, par lesquelles passe tout le poids du corps. Et notamment les sacro-iliaques. Bon, je vous ai montré chez l'enfant que ça lâchait plus vite que les cartilages, mais ce sont quand même des articulations extrêmement puissantes qui lâchent tard. Eh bien, si vous regardez ceci,
vous voyez qu'on a là un os coxal qui est complètement basculé. Il a entraîné d'ailleurs le fémur à ce niveau-là. Il est à l'écart des quelques vestiges du sacrum qui subsistent. Mais à ce niveau-là, vous avez l'avant-bras et la main gauche avec le carpe, les métacarpiens et même des phalanges qui sont là, parfaitement en place. Pour ça, tous ceux qui ont fouillé les sépultures avec les mains comme ceci savent très bien qu'on trouve normalement les os de la main tombés dans l'abdomen et par, je dirais, de part et d'autre des vertèbres lombaires, etc. Non, là, c'est resté parfaitement en place. Et c'est resté en place. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le poignet repose, d'abord, il est entouré par un bracelet de bronze, mais il repose aussi sur une plaque de ceinture de bronze. Or, je pense que certains d'entre vous, en fouillant, ont parfois trouvé des tombes dans lesquelles les os sont souvent réduits à des petits éléments de diaphyse, le spongieux a complètement fondu, etc. Et puis tout d'un coup, miracle, vous trouvez un os tout vert, mais vraiment tout vert, et alors là, qui donne l'impression d'être très dense, brillant, bien conservé, etc., cette portion. Et ça, c'est qu'il est imprégné par des sels de cuivre, vous avez un bracelet autour, etc. L'explication est simple, c'est que là, le facteur de dégradation sont les bactéries. Et les sels de cuivre ont un pouvoir abiotique, c'est-à-dire s'opposent à la prolifération bactérienne. Et à partir du moment où une structure est imprégnée par les sels de cuivre, elle est protégée par rapport à l'action des bactéries. Et nous savions ça pour les os, en conservation différentielle des os. Tous les archéologues qui ont été confrontés à ces découvertes d'os verts, brillants, etc., le savent, ces os paraissent beaucoup mieux conservés que le reste du squelette. Eh bien, ça joue aussi sur les ligaments et du coup, ça va induire une dislocation en ordre paradoxal, c'est-à-dire qu'une articulation qui est normalement labile, qui est habituellement labile, va en fait devenir beaucoup plus persistante par des facteurs qui sont liés en fait à des éléments de l'appareil funéraire, de la parure, etc. Un autre aspect de cette approche, c'est la décomposition en espace vide. Alors, on a pas mal d'indices, pas beaucoup quand même. Le principe, si vous voulez, c'est de dire que vous avez des déplacements d'os. Tant que les os se déplacent à l'intérieur du volume originel du corps, ça ne nous apprend rien sur le milieu de décomposition. Puisque la chair disparaît, etc., ça crée du vide et ça peut bouger. Mais en revanche, si vous regardez ces vertèbres, il est très clair que ces vertèbres sont passées en arrière du cou. Bon, là, on n'est pas à Nord-12, on est dans la banlieue de Toulouse, mais peu importe. Les vertèbres sont passées en arrière du cou. Or, jusqu'à plus ample informé, la vertèbre n'est pas un animal fouisseur. La vertèbre n'est pas capable de se déplacer toute seule dans la terre. Conclusion, eh bien, entre le point où elle se trouvait à l'origine et le point où elle a abouti, forcément, il y a eu du vide dans l'histoire de la sépulture. Vous avez donc le déplacement des vertèbres cervicales, une partie du carpe et des métacarpiens. Je ne vais pas gloser sur le mécanisme, mais ça prouve que dans l'histoire de la sépulture, dans ces zones, il y a eu un moment où il y a eu du vide, puisque les os ont pu se déplacer, et ici même se sont déplacés en partie en connexion anatomique. Eh bien, ça prouve donc la présence d'un espace vide, mais évidemment, pour que cet espace vide soit intéressant pour les archéologues, il faut que cet espace vide existe au moment de la constitution de la sépulture, de la tombe, c'est-à-dire dans la phase initiale de la décomposition du cadavre. Parce que si vous avez par exemple un terrier qui passe là, qui traverse ici et qui transporte les vertèbres, un terrier c'est un espace vide. Mais c'est un remaniement, ça ne nous renseigne pas du tout. Les archéologues ont l'habitude de rencontrer des terriers, évidemment. Bon, on a intérêt à savoir les repérer, mais enfin, il y a des endroits où il y a ce qu'on voit, mais il y a des endroits où on est capable de dire, là, je suis sûr qu'il y avait un terrier. Mais pour être sûr
pouvoir dire là, je suis sûr qu'il n'y en avait pas, sauf si vous avez des connexions parfaites ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. En tout cas, pour que la démonstration soit pertinente, il faut évidemment qu'on soit capable de démontrer que l'espace vide existait dans l'histoire initiale de la sépulture. Alors là, effectivement, on a un bon indice parce que vous avez une partie de la main gauche qui se trouvait ici, qui s'est déplacée à ce niveau-là. Vous avez les métacarpiens en connexion anatomique, vous avez un certain nombre d'os du carpe en connexion anatomique, et ça, ce sont des articulations normalement labiles. Donc ce déplacement s'est produit alors que des ligaments subsistaient entre ces pièces, et donc on est dans l'histoire, dans les toutes premières semaines de l'histoire de la sépulture. Et donc là, on a de bonnes chances que l'espace vide corresponde bien à la structure originelle de la tombe. Eh bien, à Nord-12, on a eu, là l'image que je vous montre est d'une nécropole grecque archaïque à Megara-Ivléa, mais c'est le même procédé. On s'est rendu compte avec François Lambach qu'à l'intérieur de certains crânes, on avait des niveaux liquidiens. On a, vous voyez, des espèces d'auréoles concentriques, et quand on place le crâne dans la position qu'il occupait à l'intérieur de la sépulture, on se rend compte que c'est parfaitement horizontal. Ce sont des niveaux de stagnation de l'eau liés à des variations de la nappe phréatique qui ont rempli les cercueils. Et puis, l'eau a stagné et secondairement, bien entendu, elle s'est évaporée de façon très lente. Mais cette évaporation lente, elle ne peut se produire que dans un espace vide. Vous ne pouvez pas imaginer un processus d'évaporation à l'intérieur de la Terre. Donc, quand vous observez ça, vous êtes sûr que vous avez une sépulture qui, pendant un certain temps, a été un espace vide. Par exemple, un cercueil en bois qui se remplit d'eau, puis l'eau stagne, quand la nappe redescend, l'eau stagne dedans, ça s'évapore, puis un moment où le bois finit par pourrir, par disparaître, et vous n'avez plus d'indice éventuellement d'espace vide. Ça suffit pour que vous puissiez dire il y a eu un élément dans l'architecture de la tombe qui a ménagé un vide autour du corps. De la même manière, alors ça, c'est cette position des pieds. Vous voyez en hyperextension comme ceci, tourné en dehors et en hyperextension. Alors, c'est ce que Marc Guillaume, dans sa thèse, avait appelé d'un terme qui n'est pas peut-être très élégant, mais les pieds sarcaux. Parce qu'il avait remarqué que ça se rencontrait dans les sarcophages. Alors, ça, c'est un effet de contrainte, a priori. Si les deux talons sont joints, sont serrés, ça peut être un individu qui est enveloppé, par exemple, dans un linceul étroit, etc. Mais là, vous voyez qu'on a un espace important entre les membres inférieurs jusqu'au niveau des pieds. Et ça, en fait, ce sont les pieds. On est dans un cercueil et vous avez les pieds qui venaient, le sujet était comme ceci, mais les pieds venaient comme ça en appui contre la paroi du cercueil. Et dans la décomposition, les pieds ont glissé, si vous voulez, sous l'action de la pesanteur, les pieds ont glissé le long des parois. Mais ça aussi, c'est forcément dans un espace vide. Si c'est plein de terre, les os des pieds sont bloqués, sont plaqués, et ils ne peuvent pas subir cette mise à plat, ce déplacement. Donc, ces pieds sarcaux, si je peux dire, rien à voir avec l'ancien président de notre glorieux pays, ces pieds sarcaux sont aussi des indices de décomposition en espace vide. Et je voudrais terminer, là je vais m'y attarder un petit peu plus, sur les signes, parce que j'ai été confronté à ça à plusieurs reprises et sur plusieurs gisements, les signes qui permettent de suspecter la décomposition dans un conteneur à section en R. À Auge, s'il vous plaît. On va des glaciers. Et, en général, on pense aux cercueils monoxyde, comme les pirogues monoxyles, etc. Alors, évidemment, à Nord-12, on a quand même des choses jolies. Hein, je veux dire, alors, on voit bien cet aspect en gouttière. Ici, le bois est préservé. Bon, certes, le bois s'est ramolli et ça s'est ouvert, mais vous voyez bien ce profil à Auge à ce niveau-là.
Et naturellement, bon, on va avoir des déplacements à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur du cercueil, c'est un espace vide. D'accord. Des pièces qui sortent du volume originel du cadavre, etc. Toutes ces dislocations. Bon. Eh bien, je vais vous amener sur d'autres sites. Alors, je vous ai parlé de Cumes, je vous en parlerai pour les crémations, mais là, il s'agit de fouilles du centre Jean Bérard de Naples, menées par Jean-Pierre Brouet et Priscilla Munzi, et on est à la charnière 9e et 8e avant Jésus-Christ. On est dans une nécropole pré-contact ou au tout début des contacts du monde grec avec l'Italie du Sud. Cumes, c'est vraiment le tout début, c'est le démarrage. Et là, eh bien, le centre Jean Bérard a fouillé les tombes, mais il n'avait pas compris quels étaient les contenants. Vous voyez, au début, ça apparaît avec... vous avez la fosse, vous avez des lignes de pierre, et une fois qu'on descend jusqu'au niveau du squelette, vous avez des vases ici, puis vous avez le squelette dans cette position. Eh bien, la première chose, c'est qu'à l'évidence, il y a une décomposition en espace vide. Parce que les pièces, ça c'est le 2e métacarpien droit, ça c'est le 4e métacarpien droit, ça c'est le talus, ce qu'on appelait astragale. Bon, vous voyez qu'évidemment, ils sont passés dans le volume extérieur au cadavre, ils se sont déplacés, on a des mouvements importants. Donc, on sait qu'il y a effectivement un contenant qui ménageait un espace vide. Si vous regardez ceci, à l'extrémité supérieure du corps, eh bien, au niveau de... Pardon. Ici, vous avez la clavicule droite qui est complètement verticalisée. Vous savez que la clavicule est comme ça. Eh bien là, elle est comme ceci. Et ça, c'est un effet de contrainte. C'est un effet d'appui forcé contre la paroi. Et puis, vous avez un indice de paroi concave qui permet le glissement. Dans un contenant comme ça, évidemment, l'humérus se trouve surélevé par rapport au fond de la tombe. Et quand les articulations lâchent, l'humérus va pouvoir glisser le long de la paroi. Et vous voyez qu'ici, il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que l'humérus, en fait, s'est insinué entre deux côtes. En glissant, il a écarté une côte qui est passée à l'extérieur, alors que les autres côtes sont restées à l'intérieur de l'humérus. Donc là, vous avez bien l'indice de ce glissement de l'humérus qui descend vers la partie centrale. Ça, c'est évidemment un indice tout à fait pertinent. Alors, on a quand même des pièges. Bon, de la même manière, vous voyez par exemple l'inclinaison des vases, etc., dans le contenant. Il y a quand même des pièges. Bon, vous voyez ici, je crois qu'on voit bien cette image de profil à nu. Mais logiquement, quand il y a des cercueils, on s'attend à avoir des effets de paroi, des effets d'alignement. Et ici, le problème, c'est que on va être amené à dessiner deux limites. Parce que j'ai bien un effet d'alignement à ce niveau-là, mais j'ai des parties qui débordent nettement au niveau de la paroi. Mais ça n'a rien d'étonnant, parce que si vous regardez, vous voyez que ce qui déborde, ce sont les parties les plus hautes, surélevées. Et naturellement, si la paroi diverge, au fond, vous avez une limite qui est là, mais l'effet de butée, l'effet de délimitation se situe nettement plus en dehors si vous êtes plus haut. Donc, on a des effets de paroi de type butée, mais décalés, qui ne peuvent s'expliquer qu'à partir du moment où vous prenez en compte la profondeur relative des divers éléments du squelette. Sinon, ça ne parle pas. Mais là, c'est au contraire tout à fait pertinent, puisque les parties qui s'écartent le plus sont aussi les parties qui sont les plus hautes. Et on voit bien qu'elles viennent en butée, parce que sinon, ça se serait ouvert. Alors, dans ces tombes, là je n'argumenterai pas beaucoup, mais dans ces tombes, vous avez une tombe d'enfant, d'un enfant de 3 à 4 ans, mais dans ces tombes, souvent, on va trouver aussi des indices qui sont des indices architecturaux, c'est-à-dire que si dans une fosse à fond plat, vous mettez un cercueil à section en U, il risque de basculer. Donc, naturellement, on trouve des pierres de canal qui étaient placées sous le cercueil, et que vous trouvez ici. Alors après, vous avez l'impression que la pierre rentre par rapport à l'individu, mais en fait, non, c'était la pierre qui supportait le cercueil.
là, vous avez une tombe qui a été en fait très endommagée par le creusement d'un puits à l'époque hellénistique. Donc, toute la partie centrale est détruite. Et ce qu'on voit, c'est ce qui se trouve au niveau des pieds avec de la céramique. Vous avez les os des pieds ici, une pointe de lance. Et puis, vous avez le bloc crânio-facial avec l'épaule gauche et un vase à ce niveau-là. Eh bien, vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'humérus qui glissait et qui passait entre deux côtes. Eh bien, là, on va avoir un autre indice. C'est l'humérus qui passe en dedans de la scapula. C'est-à-dire que normalement, notre humérus est en dehors de la scapula. La circulation de l'omoplate de la scapula regarde vers l'extérieur et la thèse de l'humérus regarde vers l'intérieur. Mais à partir du moment où l'épaule est très surélevée comme ça, dans la décomposition du corps, l'humérus peut basculer en dedans et à ce moment-là, l'humérus se trouve en situation paradoxale par rapport à la scapula puisqu'il est en dedans. Ça aussi, c'est un indice de projection des épaules vers l'avant. Et dans la décomposition du corps, vous avez cet affaissement. Alors, il se trouve que dans des milieux... alors là, on n'est pas certain d'ailleurs que ce soit en milieu funéraire, mais il y a un site tout à fait contemporain de ça, près de Naples, aussi, à Poggio Marino, fouillé par Claude Livadi, où vous avez des contenants, enfin bon, vous voyez bien de quoi il s'agit, quoi, des espèces d'orgues monoxyles. Eh bien, ça, c'est une nécropole de la fin de l'âge du bronze dans les Abruzzes, où le bois s'est conservé aussi parce qu'on est dans un milieu très humide. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Alors, parfois c'est comme ça, parfois le fond est plus ou moins aplati. Ça dépend, et la cellulologie sera différente. Là, on est en Pologne, on est dans la culture des gobelets en entonnoir, on est dans une phase un peu tardive du néolithique. Vous avez les tombes fouillées par Anna Kowalewska. Eh bien, vous avez par exemple cet individu, on voit très bien le profil en gouttière comme ceci. Alors, on voit que les humérus sont très nettement surélevés par rapport au fond de la fosse. Et ce que vous voyez ici, l'espèce de crochet, c'est le processus coracoïde de la scapula, qui est une espèce de petit crochet qui est ici, qui sert à l'insertion du court biceps, du chef le plus court du biceps. Eh bien, lorsque le sujet est dans cette position, le processus coracoïde de la scapula passe en dehors du champ articulaire, se projette en avant et en dehors de l'articulation. C'est comme ceci. Mais naturellement, si la scapula est comme ça, le processus coracoïde va se retrouver projeté en avant et en dedans, et vous voyez que maintenant, il se trouve en dedans de l'humérus, très nettement. Et ça, c'est un bon indice quand le fouilleur n'a pas les connaissances ostéologiques nécessaires pour dire la scapula apparaît par sa face antérolatérale ou antérieure. Ça, la relation entre le processus coracoïde de la scapula et la ligne qui marque l'articulation de l'épaule, entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula, la relation réciproque permet de savoir approximativement quel est le degré d'obliquité. Évidemment, dans un contenant en section U, le scapula, il est comme ça. Bon, même chose, et Anna Kowalewska n'avait pas... Elle me montre ses archives, et elle n'avait pas réalisé... Bon, ça, c'est une autre tombe des gobelets en entonnoir. Vous avez la coupe longitudinale, avec des traces noires ici, qui sont des traces ligneuses, et puis la coupe transversale. Regardez, vous avez en fait le cercueil, et vous avez même une partie de couvercle du cercueil, qui était encore en place, et elle avait relevé, c'est une très bonne archéologue, l'école polonaise, elle travaille à l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Pologne, c'est vraiment une très très bonne école de l'enregistrement, de l'observation et de l'enregistrement, mais là, elle n'avait pas compris qu'elle avait en fait la vision directe de ce qu'était le contenant du corps, alors qu'on a tous les indices taphonomiques par ailleurs. Et là, on est sur le même site dans le sud-est de la Pologne, mais donc on prépare aussi la publication devrait être terminée cette année. Il y a aussi une grande nécropole du bronze ancien,
Et bon, vous avez en noir, ce sont les eaux humaines, ça c'est un vin, ce sont les objets de sinex, ça c'est la parure, etc. En projection longitudinale, bon, ben, vous voyez quelque chose qui est au fond, mais en projection transversale, eh bien, vous voyez très bien se dessiner le profil à auge, comme ceci, et on reviendra là-dessus. Il y a quelques vestiges qui sont passés au-dessous, dont il va falloir expliquer la dynamique, pourquoi ce déplacement. Et on va y passer très rapidement. Toujours dans les indices d'un contenant en U, eh bien, là, vous avez une autre tombe. Et vous regardez les eaux du bassin. Évidemment, quand le sujet est couché sur le dos, au moment où les ligaments lâchent, le bassin va se mettre à plat sous l'action de la pesanteur. Et donc, la symphyse pubienne, ici, les deux parties des os coxaux qui sont en regard, s'écartent. Mais ici, souvent, on a eu quelque chose de différent. C'est-à-dire que la partie supérieure, les ailes iliaques, s'écartent, mais au contraire, les parties ischiatiques, ceux que vous commencez à sentir si vous êtes non, les sièges sont relativement confortables, mais ce sur quoi vous reposez, les tubérosités ischiatiques, et quand on est assis sur des chaises dures, au bout d'un moment, on sent que ça fait un petit peu mal aux fesses, eh bien, ça, c'est dans la profondeur des fesses, eh bien, on voit qu'au contraire, ça a convergé. Et ça donne un aspect très caractéristique que j'ai appelé le bassin en cœur de carte à jouer, parce que voici, si vous voulez, la forme du bassin. Alors que d'habitude, ça s'ouvre. Là, ça s'écarte en haut, mais ça se resserre en bas. Et vous avez cette image-là. Et vous voyez donc, ça, c'est aussi un indice. C'est un indice de maintien des fémurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que, normalement, quand le sujet est couché sur le dos dans un contenant large, ça s'ouvre, le bassin s'écarte et fait basculer les fémurs en dehors, repousse les fémurs en dehors. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que quand le fémur bascule en dehors, très souvent la patella, qui repose sur la face antérieure du fémur, bascule. Et quand on fouille des sépultures chrétiennes, assez souvent on trouve les patellas en dehors des genoux, beaucoup plus souvent qu'en dedans. C'est tout simplement la mise à plat du bassin qui entraîne la rotation latérale du fémur et dans un espace vide, la chute des patellas en dehors. C'est tout à fait classique. Ici, on n'a pas ça parce que tout simplement, les fémurs sont contraints puisqu'ils sont dans un contenant routière. Et alors, le basculement de l'os coxal se fait, mais le haut qui est surélevé s'ouvre. Et évidemment, puisqu'il y a un centre de rotation, si le haut s'ouvre, le reste se resserre. Et vous avez cette image comme ceci, qui est très caractéristique d'une décomposition. Ce n'est pas forcément un contenant en U, mais c'est une décomposition dans un espace où les fémurs sont contraints latéralement. Et autre chose tout à fait caractéristique, c'est l'éversion de la main. C'est-à-dire que parfois, bon, évidemment, quand un sujet est couché sur le dos, souvent dans un espace large, les mains sont comme ceci ou comme ceci. On a parfois des positions intermédiaires. Mais là, vous avez, ça c'est la pronation, et là vous avez la pronation forcée. C'est-à-dire la paume de la main qui regarde en dehors et en arrière, comme ça. Et ça ne peut tenir que parce que la main, évidemment, repose sur quelque chose qui remonte progressivement. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Bon, là, on a eu une disjonction, mais ici, vous voyez les métacarpiens, les phalanges, et on voit très bien que la partie concave, c'est la partie palmaire qui est tournée vers en dehors. Ça, c'est un très bon indice de décomposition en appui contre une paroi qui remonte. Alors après, on va discuter pour savoir si c'est une paroi. L'autre jour, j'étais sur un chantier à côté de Narbonne, et je leur ai dit, mais là, c'est des pauvres romaines, je leur ai dit, mais là, j'ai l'impression que vous avez une inhumation dans un cercueil à section en U. Et puis après, ils m'ont montré qu'il y avait aussi des clous de cercueil en bas. Ça ne marche pas, mais tout simplement, c'est un cercueil à section trapézoïdale. C'est-à-dire qu'entre ça et ça, parfois il y a des difficultés. Quand vous avez les clous, vous avez la solution. Mais en tout cas, vous avez ceci. Alors,
ici, vous avez à ce niveau-là, alors là, l'image, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est passée en pointillé. Il y a un problème de définition. Là, ce que vous avez, c'est tout simplement le glissement de la scapula droite qui était ici et qui a glissé en direction médiane, qui a glissé sur le fond du cercueil. Donc, évidemment, le glissement de la scapula droite en direction médiane, en direction axiale, si vous voulez, c'est toujours cet effet de gouttière comme ça. Maintenant, évidemment, on observe beaucoup d'autres choses, des dislocations très importantes, et là, il est clair qu'il ne s'agit pas simplement de la dynamique, de l'évolution du corps, il s'agit de la dislocation du fond du cercueil. Et dans ce cas, effectivement, c'est la première tombe que j'ai étudiée avec eux, qu'on a publiée, je ne sais plus, il y a 30 ans, quelque chose comme ça. Là, par exemple, vous avez les os de l'avant-bras qui sont passés, par exemple, le radius passe en arrière du sacrum. C'est-à-dire que le fond du cercueil s'est décomposé, les os de l'avant-bras sont tombés, et ensuite, le reste est venu recouvrir. Donc, on a cette notion de dislocation des fonds du cercueil qui reposait sur un espace vide. Et ça nous amène à nous interroger sur la notion de double espace vide. À l'intérieur du cercueil, évidemment, il y a l'espace vide. Mais le cercueil est lui-même placé dans une fosse. Et donc, toute la question est de savoir si l'espace qui est entre la paroi de la fosse et le cercueil est comblé de terre, ou si cet espace est également un espace vide. Auquel cas, cela signifie bien sûr que la fosse, dans sa totalité, est couverte et fermée à son sommet. Bien entendu, il ne peut pas y avoir de pénétration de sédiments. Alors, ici, je reviens sur la sépulture que je vous ai montrée au tout début de ce propos. Et là, avec toutes ces dislocations, c'est ce que je vous disais, évidemment, on est sûr qu'il y a un espace vide à l'intérieur du cercueil. Mais maintenant, si vous regardez ici, vous vous rendez compte que, oui, là encore, je l'ai relevé, il y a quelque chose qui s'est passé dans là. Mais ça doit être ma faute sur la qualité du... Ça ne supporte pas en tout cas la définition. En tout cas, on le voit bien, les genoux sont passés en dehors des limites du cercueil. Quand la paroi du cercueil a lâché, les genoux sont passés dans l'espace extérieur. Mais conclusion, l'espace extérieur, il était vide aussi. Donc là, vous avez la démonstration d'un double espace vide. On a à l'intérieur du cercueil et du vide latéral, c'est-à-dire entre la paroi du cercueil et la paroi de la fosse. Maintenant, là, nous allons à Euro Disney, à la nécropole au cimetière de Céris-les-Ruelles, et vous avez des dislocations très importantes qui prouvent bien sûr la décomposition d'espace vide, mais ce que vous voyez, ce sont des effets de dislocation sur des traverses. Et par exemple, ici, vous imaginez le cercueil avec une traverse en bois dessous. Le bois du fond du cercueil est imprégné par les jus de décomposition, il y a des champignons qui s'y mettent, des bactéries, tout. Il lâche. Et si la tête du cercueil bascule vers le fond de la fosse, évidemment, tout va être aspiré vers le haut. Et à ce moment-là, vous avez le bloc crânio-facial avec la mandibule, et là la mandibule tenait le bloc crânio-facial qui se retourne, mais il entraîne 4 vertèbres cervicales, ce qui prouve que ça a lâché entre la 4e et la 5e vertèbre cervicale, et toute cette partie a basculé, et le reste, il n'a pas suivi parce qu'il n'y avait plus de ligaments entre la 4e et la 5e cervicale. Vous avez les scapulas qui sont remontés, vous avez les clavicules qui sont remontés, les côtes qui se sont retournées, un numérus qui est remonté ici. Vous avez ici un hiatus qui s'est fait à ce niveau-là aussi, avec la chute des os de l'avant-bras, la dislocation du rachis, etc.
Et à ce niveau-là, vous avez quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le chevauchement des fémurs tibiales. Mais là, on a un phénomène différent. C'est que les patellas, vous voyez, sont à hauteur des têtes tibiales, elles restent bien attachées, mais elles ne sont pas descendues. Et en fait, là, on a probablement un mécanisme différent. Donc, c'est le double espace vide inférieur, puisque ça s'effondre vers le bas. Mais on a un phénomène différent que j'ai appelé l'effet de plaque, un peu par comparaison avec les plaques tectoniques. C'est-à-dire que si le fond du cercueil se scinde en plusieurs plaques, ces plaques peuvent glisser, peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, peuvent se chevaucher. Et là, très probablement, on a ça. Alors, vous allez en voir un autre exemple, justement sur la sépulture que je vous montrais tout à l'heure. Eh bien, ici, vous voyez qu'on a une exagération considérable de l'espace entre le bassin et le thorax. Ça, c'est un effet de plaque. Les deux plaques se séparent. Chaque partie, avec des os qui sont en position plus ou moins cohérente, reste, si vous voulez, anatomiquement donc assez logique, mais on a un glissement d'une plaque par rapport à l'autre, une séparation. Donc là, vous avez un effet de plaque. En revanche, ici, vous avez le chevauchement, mais comme je vous avais dit, on a la patella qui glisse comme ceci. Ça, c'est probablement l'indice d'une surélévation des genoux. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir évidemment des mécanismes différents et on a été amené à s'interroger. Bon, là, je n'ai pas voulu prendre, je n'avais pas le temps, je n'ai pas voulu prendre le temps de développer aussi les repose-tête en bois, parce qu'on a un repose-tête en bois. Vous savez, les petits bancs qu'on voit en Afrique, des repose-tête, on en a un conservé dans les nécropoles de Nordie, qui est un petit peu comme un banc dans une pirogue, si vous voulez, un petit chevalet qui était posé au fond et qui surélevait la tête. Donc, vous avez aussi ces phénomènes-là. Alors, là... je vais très vite parce que de toute façon, ça va, mais bon. Je vais très vite, mais là, on a quelque chose de tout à fait aberrant qui est, vous voyez, les deux membres inférieurs qui sont au contact l'un de l'autre, vous avez les fémurs, mais vous avez un fémur qui est retourné, et ça, c'est la décomposition dans un cercueil à section 11V. Alors, je vais vous en montrer un exemple plus probant, mais que j'ai pu interpréter grâce aux observations que François Lambach avait faites à l'Ormuz, où j'avais compris le mécanisme. C'est-à-dire que là, on est à Chartres, à la nécropole Saint-Chéron, qui est du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, une fouille de Dominique Joly et Patrice Courteau, et vous voyez ce squelette, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de membre supérieur. On a le bassin qui est à l'avant des fémurs. On a les côtes. Au lieu d'avoir ça, on a les côtes qui sont comme des chevrons convergents sur la ligne médiane. Et puis on voit les vertèbres qui sont plus ou moins en avant des côtes. Or, le sujet est sur le dos. Parce que ça, c'est le fémur droit, ça, c'est le tibia droit, fibula droite, fémur gauche, etc. C'est-à-dire que la logique droite-gauche, ça, ce sont les côtes droites, ça, ce sont les côtes gauches. Donc, c'est bien un sujet sur le dos. Ça, je veux dire que si on n'avait pas des observations significatives, on se serait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette restructuration a posteriori? Est-ce qu'ils ont... Eh bien non, c'est l'évolution tout à fait naturelle d'un cadavre qui se décompose sous l'action de la pesanteur. Mais dans un contenant à section en V. Alors, vous avez le scoxal droit, le gauche, vous voyez les côtes, vous voyez les vertèbres qui sont en avant des côtes, alors que quand un sujet est couché sur le dos, les vertèbres sont à la partie postérieure du thorax, et les côtes tombent en avant. Là, on a une inversion. Le bloc crânio-facial qui est retourné avec la mandibule comme ça, et puis la fouille se poursuit. On a enlevé les os coxaux, et qu'est-ce que vous voyez? Les deux fémurs sont venus au contact l'un de l'autre. Le fémur droit est en vue antérieure, ce qui est normal quand le sujet est sur le dos, mais le fémur gauche est retourné. Et puis maintenant, vous voyez les os des membres supérieurs, mais qui étaient là. Et qui donc n'étaient pas visibles,
qui était passé en arrière du thorax. Et vous voyez ça, bon, il n'y a pas de problème. Alors, finalement, c'est simple. Si vous mettez le mort dans un contenant à section en V, évidemment, le corps ne va pas jusqu'au fond. Il y a un espace restreint. Et au fur et à mesure que les os sont libérés par la décomposition, ils glissent le long des parois et ils passent en arrière du corps. Donc les membres supérieurs sont détachés et ont glissé. Même chose pour la hanche, qui est une articulation semi-labile, et le fémur a glissé. Et pour les côtes, normalement les côtes sont comme ça, et puis elles se mettent à plat, et elles s'arrêtent au fond. Mais là, il n'y a pas de fond. Et le fond, il fait comme ça. Donc les côtes tombent, et puis elles viennent comme ça. Et ce ne sont pas les vertèbres qui sont passées en avant des côtes, c'est la partie antérieure des côtes qui est passée en arrière des vertèbres. Mais une fois que vous comprenez mais il a fallu que François Lambach enregistre le profil des traces ligneuses avec l'image que je vous ai montrée au début à l'heure 12. Qui d'entre nous aurait imaginé un cercueil à section en V? Eh bien oui, mais voilà. Et ça vous donne une image, et il n'y a absolument pas de réintervention humaine, c'est l'évolution taphonomique normale. Alors, en fait, ça peut être un cercueil initial à section en V, ça peut être aussi un cercueil à fond plat, mais avec des planches plus ou moins fissurées ou mal fixées, qui lâchent relativement vite. Et si ça bascule comme ceci, donc il faut qu'il y ait un espace vide sous-jacent, c'est pour ça que je l'ai mis après les espaces vides sous-jacents, mais si ça se met comme ça, alors que le cadavre n'est pas encore complètement décomposé, après, la biomécanique de l'évolution des os libérés par biomécanique, la thanatomécanique des os libérés par la décomposition sera la même que dans un cercueil à section en V. Et là, c'est probablement d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que comme vous le voyez, on a ce phénomène, mais le resserrement s'arrête au niveau des jambes et des pieds. Là, on n'a pas de retournement, on n'a pas de rapprochement. Il est probable qu'il devait y avoir plus ou moins une traverse à ce niveau-là, ou quelque chose, et que le fond du cercueil a cédé et s'est fendu au-dessus, et a basculé comme ça, alors que là, c'est resté plat. Voilà. Mais vous voyez que ces observations bénéficient évidemment des cas favorables où les contenants ligneux sont conservés, plus ou moins bien, mais où on peut faire des observations. Et là, il faut que le fouilleur soit capable d'enregistrer le profil des traces ligneuses, etc. Mais c'est comme ça qu'on comprend. Après, je veux dire, c'est tout simple. Mais c'est tout simple une fois que vous avez l'explication. Une fois que vous avez compris, maintenant, on en voit pas beaucoup, c'est rare, mais de temps en temps, on en voit. Et Germaine de Pierre m'a dit qu'elle avait trouvé traces de cercueils médiévaux faits avec 3 planches. Vous économisez les planches. Et en plus, vous creusez moins profond puisque vous enterrez la partie aiguë. Voilà. Alors, vous voyez quand même que c'est quelque chose qui ne cesse de s'enrichir, mais qui s'enrichit grâce aux observations de terrain. C'est parce que nous avons créé une communauté d'archéologues capables de faire toutes ces observations, à la fois ostéologiques et archéologiques, que nous arrivons à comprendre la répétition des processus taphonomiques et surtout à en proposer des explications. C'est en ce sens que ça n'arrête pas de se construire. Et heureusement, c'est vrai que le système de formation des archéologues, notamment l'archéologie préventive, je veux dire, dans un pays comme la France, pas que la France, bien entendu, mais dans un pays comme la France, vous avez à peu près entre 80 et 100 personnes qui travaillent en permanence en archéologie préventive en ayant ce type de formation, qui sont capables de prendre un os et dire ça c'est un deuxième métacarpien gauche qui apparaît par telle face, etc. Et donc il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ils vont faire les enregistrements et au fur et à mesure, évidemment, on digère tout ça et ça nous permet d'avancer. Donc il y a énormément à faire. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple sur la dynamique de la charge d'articulation, il y a un gigantesque programme à faire sur la chronologie relative des lâchages articulaires chez l'enfant.
aux différents âges. Ça, c'est une chose qu'on ne maîtrise encore absolument pas. Et là, je suis sûr qu'on ne maîtrisera jamais par l'expérimentation humaine. Parce que des cadavres d'enfants à faire décomposer dans on n'en aura jamais assez, et je dirais heureusement, du point de vue moral, à ce moment-là, évidemment, heureusement, on ne va pas priver les parents du cadavre de leur enfant sous prétexte que nous, ça nous intéresse de voir comment ils pourrit. Bon. Je veux vraiment expliquer ça à des parents éplorés. Bon. Alors, maintenant, on change de sujet. Bon. J'ai encore 25 minutes. Alors, les liaisons ostéologiques appliquées à l'étude des sépultures à crémation. Alors, je ne vous parlerai pas donc des méthodes d'étude des sépultures à crémation, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est une chose qui n'avait jamais été faite. C'est une chose qui n'avait jamais été faite. Et donc, je vais plutôt mettre l'accent là-dessus. Alors, les liaisons, bon, alors, notamment, à propos de Pompéi, je ne vous présente pas ce qu'est Pompéi, ni la montagne qui est à l'arrière-plan. Vous connaissez tous l'histoire de 79 après Jésus. Eh bien, les liaisons ostéologiques, ce sont des procédures qui permettent d'établir le fait que deux pièces se rapportent au même individu. L'individu, ça peut être un vase. Et quand vous avez fouillé, vous allez trier la céramique, et puis d'abord vous isolez par exemple la céramique sigillée, les amphores, etc. Et après, de tel type, et après vous allez essayer d'isoler les tessons du même vase pour reconstituer le vase, évidemment. Et aussi pour étudier la distribution des fragments du vase, comprendre la manière dont il s'est fragmenté, s'il est dans une seule US ou dans des US différentes, etc. Bon, pareil pour les démitages de silex ou des choses comme ça. Et évidemment, l'os, dans ce cas, l'individu va être un être vivant, animal ou humain, et l'os humain, c'est la partie évidemment, est porteur de potentialités tout à fait extraordinaires en termes de liaison. Alors, j'ai proposé, donc, les liaisons, c'est l'appartenance au même individu qui, évidemment, s'oppose aux relations d'exclusion, c'est-à-dire aux observations qui nous permettent de dire cet os ne peut pas aller avec celui-là. Et ça, c'est ce qu'on utilise, au contraire, pour ces incompatibilités, on les utilise pour l'établissement du nombre minimal d'individus. Alors, les liaisons, eh bien, j'ai proposé qu'on différencie de premier ordre et de deuxième ordre. Les liaisons de premier ordre, ce sont celles qu'on observe au moment même de la fouille. Bon, vous le savez, ce sont les connexions anatomiques. Si vous dites qu'un fémur est en connexion avec un tibia, c'est que vous pensez que le fémur et le tibia appartiennent au même individu. On ne dit pas que le fémur d'un individu A est en connexion avec le tibia de l'individu B. Ça s'appelle éventuellement faire du genou sous la table, mais ça ne s'appelle pas une connexion anatomique. C'est une proximité volontaire ou involontaire, enfin peu importe, nous ne glosserons pas sur le fait, mais la connexion. Alors, on a des connexions anatomiques dans les sépultures primaires à crémation. Dans les sépultures secondaires, c'est absolument exceptionnel. Je l'ai vu de temps en temps. Le sujet n'était pas complètement brûlé. Quand ils ont tiré une vertèbre lombaire, il doit y avoir quelques lambeaux du disque intervertébral pas brûlé qui ont fait que la vertèbre adjacente est venue avec et qu'elles se sont retrouvées en position anatomique conforme. On a un cas à Pompéi, par exemple. Bon, c'est une anecdote. En revanche, les liaisons de deuxième ordre, ce sont celles qu'on établit a posteriori, lors de l'étude en laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, évidemment, le collage de fragments jointifs. Si vous collez deux fragments de fémur, c'est que vous considérez qu'ils appartiennent au même fémur. Et s'ils appartiennent au même fémur, et que sauf le feu, ils appartiennent au même individu. Vous avez les contiguités articulaires. Le fait que deux os s'emboîtent parfaitement. C'est le cas, par exemple, entre le sacrum et le scoxal, où au niveau des sutures crâniennes, les gens ne le savent pas souvent, mais les sutures crâniennes sont des articulations à part entière. Le tracé est tellement spécifique que si vous arrivez à emboîter un pariétal sur un autre pariétal droit sur un pariétal gauche, vous savez que c'est le même sujet. C'est un peu comme un collage, d'ailleurs. Mais il y en a d'autres, des relations, par exemple, entre l'os coxal et le sacrum. Non, ce n'est pas un collage, c'est vraiment une contiguïté articulaire.
Vous avez la symétrie droite-gauche, la constitution de Peyre. Vous avez l'appartenance à un même ensemble pathologique. Par exemple, des gens qui ont des maladies de système, ça arrive. Dans une grotte sépulcrale néolithique, on a un sujet qui avait une maladie de Paget et qui touchait la plupart des os au squelette. Tous les os qui étaient épars dans la cavité, mais qui présentaient les signes spécifiques d'un Paget, on savait que c'était au même individu. On a pu étudier la distribution des mêmes sujets. Vous avez l'identité du stade de maturation et le degré de robustesse. Alors évidemment, je veux dire que ça dépend de la constitution de la série. Mais si vous avez une toute petite série dans laquelle vous mettez Arnold Schwarzenegger, Edith Piaf et un enfant de 2 ans, normalement, vous réussirez à attribuer chaque pièce osseuse à l'un de ces individus, tellement ils sont contrastés. Maintenant, si vous prenez une salle comme celle-ci, évidemment, souvent je dis, mon squelette, on le reconnaîtra parce que moi, je dois être pourri d'arthrose, etc. Et vous êtes jeune, mais cette fois, dans cette salle, il y a des gens qui ont un âge pas si éloigné que ça du mien, n'est-ce pas? Et donc, même là, on aura peut-être un petit peu plus de mal à répartir. Et entre vous, évidemment, c'est très, très difficile, parce que vous avez un gradient d'âge, un gradient de stature, de robustesse, etc., qui fait que si tous les os sont mélangés, ça sera quand même compliqué. Et puis, enfin, on peut toujours rêver, les liaisons moléculaires, l'ADN, on n'y est pas encore, mais il y a de tels progrès, ça va tellement vite qu'on peut se dire qu'un jour, on passera les os sous un lecteur, pas les os brûlés pour l'instant en tout cas, mais on passera les os sous un lecteur et ça vous dira, ça c'est l'individu A, l'individu B, ça c'est le A, ça c'est le C. Bon. On n'y est pas. En tout cas, sur les os brûlés, en fait, les contiguïtés articulaires, souvent, on ne peut pas les exploiter parce qu'il y a des rétractions, il y a des déformations, etc. Il y a, c'est l'identité du degré de robustesse à cause de la rétraction aussi. Ça peut aller jusqu'à 20% de dimensions linéaires. Et les liaisons moléculaires, l'ADN ne se conserveront pas. En tout cas, jusqu'à plus en plein formé dans la crémation. Donc, voilà où on est. Alors, par exemple, ici, on est à Classe, donc à Ravenne, et vous avez une urne, une tombe. C'est une urne avec son couvercle que vous avez ici, et ce que vous avez autour, c'est une amphore qui a été placée un peu comme une cloche à fromage, et puis dont le sommet a été écrêté par les labours. Lorsqu'on ouvre, vous enlevez le couvercle, et c'est bonjour monsieur, bonjour madame, comme je le disais, vous avez des os. Et puis, nous avons démonté l'urne, puisqu'elle était fissurée, enfin l'amphore, et vous voyez qu'on a de la terre d'infiltration, mais sous l'urne, on a du sédiment, et vous voyez des taches blanches qui sont des particules d'os brûlés. Donc, dans cette tombe, en fait, on a 2 unités stratigraphiques qui livrent de l'os brûlé. Il y a l'intérieur de l'urne, et puis il y a le déversement de cendres au fond de la fosse. La question est de savoir si c'est le même individu. Bon, logiquement, on se dit, oui, au fond de la fosse, on a le curage du bûcher, sur lequel, le curage de l'aire de crémation, c'est-à-dire ce qui reste du bûcher sur lequel le mort a été consumé. Effectivement, par exemple, ici, vous avez un cunéiforme latéral droit, un os du tarse, et vous avez 2 fragments, un provient de l'urne, un provient du fond de la fosse. C'est bien le même individu. De la même manière, ça c'est la base d'un 5e métatarsien, gauche, et même chose. Bon, et dans ce cas, d'ailleurs, la monnaie a été laissée dans les cendres. Bon, là, pas de doute, c'est le même individu. Et, je dirais, la belle histoire, on se dit, oui, c'est tout à fait logique. Mais on va voir que, oui, mais on a un nombre considérable de cas où, où ça ne se vérifie pas. Ou plus précisément, où on va avoir les os d'un autre individu qui viennent compliquer la lecture. Alors, par exemple, ici, on est à Pompéi, dans l'enclos 23 de la nécropole de Porta Nocera, et vous avez donc 3 tombes avec les stènes. Ça, c'est la base d'une
Si vous voulez, c'est une pierre excavée dans laquelle on devait mettre une stèle amovible, soit une stèle en bois, soit en pierre. Enfin, et ça n'a pas été conservé. On n'a que la base, mais qui est parfaitement en place. Vous avez 3 tombes. Ici, vous voyez le sommet de conduit à libation que vous voyez apparaître ici. Et vous vous rendez compte que ici, ces 2 stèles prennent appui sur cette tuile plate à ce niveau-là. On voit que les deux, vous voyez, celle-ci s'appuie sur cette pierre qui s'appuie sur la tuile, etc. On démonte et effectivement, au-dessous, on enlève la tuile et on trouve 2 urnes dont le couvercle s'est en partie effondré. On va fouiller le contenu, on démonte par passes consécutives. Et puis, voilà. Et quand on démonte les urnes, on voit bien qu'elles étaient dans un creusement unique dans la roche. Il y a bien une fosse unique qui a été creusée. Vous avez l'empreinte des 2 urnes et au fond, vous voyez un dépôt de cendres avec un balsamère de verre. On voit bien que c'est un creusement unique. Il n'y a absolument aucun doute. C'est une tombe qui a été conçue comme devant être une tombe à 2 places. C'est quelque chose, il y a une pré-programmation, même si les dépôts ne sont pas forcément simultanés. Là, on va devoir se poser des questions. Alors, voici en section. La tégula est un petit peu affaissée. Vous avez les 2 tombes, 7 et 25. Dans la tombe 25, vous avez les restes d'une femme âgée. La masse totale est faible, 983 grammes. Bon. Dans la tombe 7, c'est un sujet beaucoup plus robuste, peut-être masculin, mais là, je n'ai pas de certitude. Une masse beaucoup plus importante, un poids moyen sophistiqué. Voilà. Et puis, maintenant, j'ai évidemment les US qui sont au fond de la fosse. Là, il y avait balsamère de verre. Eh bien, il y a des os humains, mais tous les collages que j'ai pu trouver sont des collages, sont des liaisons avec la tombe 25, avec la tombe de la vieille femme. Il n'y a rien qui réponde à la tombe 7. Donc, le curage, c'est bien le curage du bûcher de la femme, de l'air de crémation qui résulte de la combustion du bûcher sur lequel la femme a été brûlée. Au zygomatique, condyle mandibulaire, symétrie au zygomatique, c'est un collage. Et puis, il y a des ouvrages absolument similaires. Ça, c'était l'époque où tu ne travaillais pas encore sur le programme de la Porta Noce. Eh bien, la masse totale est extrêmement faible, le poids moyen est très très faible, 0,43 grammes, mais vous voyez l'indice pondéral des mains de 3,9, très supérieur à ce qu'on voit ici. Or, le poids des os des mains rapporté au poids total du squelette, c'est à peu près pour un adulte, c'est 2,5%. Là, on est nettement au-dessus, avec une quantité d'os extrêmement faible. Et évidemment, donc le taux de détermination est très bas, puisqu'on a que des petits morceaux, et en revanche, il y a des sangs. Et là, je me suis rendu compte qu'on disposait des indices qui permettent de caractériser le curage d'une aire de crémation après la collecte manuelle des os qui, eux, sont placés dans l'urne. Donc, une masse faible, un poids moyen extrêmement bas et un indice pondéral des mains beaucoup plus élevé que dans les os. Alors ça, l'explication, bon, que le poids moyen soit faible, c'est logique. Parce que quand on ramasse les os après la combustion, on ramasse les gros. Donc, ce qui reste sont les petits. Forcément, donc, le poids moyen est beaucoup plus bas. Donc, détermination plus faible. Il y a des cendres, ça, il n'y a pas de problème. L'indice pondéral des mains. Eh bien, l'indice pondéral des mains, ce qu'il y a, c'est que dans la crémation, au début, le corps n'est pas directement inflammable. Il faut faire évaporer l'eau. C'est pour ça qu'on a besoin d'une chaleur extérieure, le bûcher ou le pétrole liquide, le gaz, etc. dans le crématorium actuel. À partir d'un certain temps, quand la dessiccation est suffisante, le sujet entre en autocombustion. Mais comme au niveau des mains, il n'y a pas beaucoup de matière organique, l'autocombustion se déroule très rapidement, apparaît très rapidement. Et les os des mains se détachent et tombent. Et ils vont percoler au travers du bûcher aéré. Et en fait, ils sont recouverts par les cendres qui étouffent, qui arrêtent la combustion.
Ce qui fait d'ailleurs que les odémens sont souvent beaucoup moins brûlés, ils sont plus noirs, ou gris foncé, gris bleuté, alors que le reste est beaucoup plus blanc, beaucoup plus brûlé. Quand les gens font la collecte, les odémens, ils sont masqués par les cendres, par les œufs bûchés, donc ils ne les ramassent pas. Et dans les urnes, vous en avez très peu. Et en revanche, quand on fait le curage énergique de l'air de crémation, alors on ramasse les odémens, qui là, en proportion, sont en surreprésentation. Et par exemple, dans la tombe 11 de Porta-Nocer, eh bien, vous avez deux compartiments. Vous avez dans l'urne 1241 grammes et des cendres déversées dans la fosse 388 grammes. Je sais que c'est le même individu. J'ai des collages entre les deux. Eh bien, c'est... Bon, peu importe, enfin, ça, c'est les modalités de collecte, le type exogène, non, peu importe. Mais l'indice pondéral des mains, là, vous avez l'urne et là, vous avez la fosse. Eh bien, dans l'urne, indice pondéral des mains, 0,8. Pour 1241 grammes, j'ai 16 fragments. De l'autre côté, pour 388 grammes, j'ai 57 fragments et indice pondéral des mains, 4,9, c'est-à-dire 2 fois plus que la norme qui est de 2,5. De la même manière, pour la tombe de classe et que je vous avais montré tout à l'heure, on a la même chose, histogramme. Eh bien, ça, c'est dans l'urne 1482 grammes. Hors de l'urne, donc au fond de la fosse, presque 300 grammes. Eh bien, vous voyez que toutes les régions anatomiques montent et arrivent entre 82 et 98% à l'intérieur de l'urne, ce qui veut dire que à l'intérieur de la fosse, vous avez simplement entre 18 et 2 ou 3% de chaque région anatomique. Mais pour les mains, dans l'urne, on n'a qu'un tout petit peu plus de 30%. Et donc, on a 70% des os des mains qui sont dans la fosse. Ça illustre bien ce que je vous disais. Et lorsque, maintenant, je fais la synthèse sur Pompéi, chaque colonne représente une tombe. Alors, ici, c'est la masse totale des os. En vert, c'est ce qui est dans l'urne. Et en rouge, c'est ce qui est dans la fosse. Bon, vous voyez qu'il y en a toujours beaucoup moins parce que le curage n'est que très partiel. Et en plus, comme je vous ai dit, ils ont ramassé les gros morceaux. Si maintenant, je regarde le poids moyen, eh bien, on voit que le poids moyen dans l'urne est toujours très au-dessus, la courbe est toujours très au-dessus de la courbe rouge, c'est-à-dire à l'extérieur. Je vous ai dit, ils ont ramassé les gros, ils ont laissé les petits. Donc, il n'y a pas son autre sommet. L'indice pondéral des mains, eh bien, c'est l'inverse. Cette fois, vous voyez que globalement, la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. C'est-à-dire que les os des mains se trouvent préférentiellement dans le curage de l'air de crémation. Mais ce qui est assez amusant, c'est que si je regarde les os des pieds, de nouveau, la courbe verte, en général, passe au-dessus de la courbe rouge. Alors pourquoi? Bon, il y a deux explications. La première explication, c'est que dans les pieds, il y a des gros os, du tarse, talus, calcaneus, etc., qui en général sont ramassés lors de la collecte. Et donc dans l'urne, vous avez des os des pieds. Et des os des pieds lourds. Mais j'ai aussi regardé pour les phalanges des orteils, les phalanges des pieds. Et on n'a pas ce qui se passe pour les mains. Et je pense que l'explication, je n'en suis pas sûr, ce n'est pas une démonstration, c'est une proposition interprétative, mais je pense qu'une des explications possibles, c'est que tout simplement, les morts étaient brûlés chaussés. Parce que dans les résidus d'évacuation, on a beaucoup de clous de chaussures. Et donc, il est très possible que les orteils ne se soient pas détachés, ne soient pas tombés, parce qu'ils étaient enfermés, et on n'a pas eu cette entrée en autocombustion extrêmement rapide qui entraîne la chute des orteils. Ça sera vérifié. Enfin, il y a des gens qui feront des expérimentations sur des bûchers, il y a des choses comme ça qui mériteraient d'être explorées, parce qu'on peut s'interroger sur les raisons de cette disparité entre mains et pieds. Et là, comme de temps en temps, j'ai besoin de faire un clin d'œil à certaines personnes, eh bien, j'ai remarqué que lorsqu'il y a des os ouvragés, les os sont toujours plus fréquents dans les résidus déversés dans la fosse que dans l'urne. Autrement dit, les gens faisaient attention quand ils collectaient, ils voulaient collecter les os du mort. Ils ne mettaient pas du décor de lit funéraire. Alors, il y en a, bien entendu. Mais si vous regardez, par exemple, l'urne et la fosse,
la masse totale des eaux humaines, le nombre de fragments d'os ouvragés, donc vous avez à chaque fois, dans la fosse et dans l'urne, et pour la tombe 46, j'avais 58 et 31, mais vous voyez que là j'ai presque 1300 grammes, et là j'ai à peine 200 grammes, donc la proportion est beaucoup plus importante. Et ici, par exemple, là j'ai 983 grammes, et là j'ai 38 grammes. Dans 38 grammes, j'ai 180 fragments d'os ouvragés, c'est que j'ai presque que ça, en fait. Et dans l'urne, il y en a beaucoup moins. Donc, vous voyez, ça vous renseigne aussi sur la précision. Quand ils collectaient, ils essayaient de faire en sorte de ne pas ramasser du décor du lit funéraire ou de l'objet, etc. Pardon. Donc. Alors, encore 5 minutes. Là, vous avez le plan de ce que nous avons fouillé. Eh bien, dans la tombe 37, on a les os brûlés de l'enfant de 4 à 6. Mais, dans cette tombe, j'ai isolé un fragment de diaphyse tibiale qui appartient à un sujet de taille adulte, pesant 3,3 grammes. Ça ne peut pas appartenir à l'enfant. Mais là, j'ai toutes les tombes complètes de l'enclos. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut chercher à coller sur tous les fragments de tibia de toutes les tombes. Il n'y a pas de petit plaisir dans la vie, il n'y a que du plaisir. Et plus un plaisir est court et plus on meurt d'amour, mais on ne peut pas mourir tous les jours. Voilà. Et donc, miracle, tout d'un coup, je colle ce fragment avec le tibia, avec un fragment du tibia de l'adulte de la tombe 9. Ça me dit donc, qu'est-ce que ça... Bon, la présence, elle est accidentelle. C'est tout simplement qu'on avait brûlé l'adulte à un endroit, on a ramassé les os, mais on n'a pas tout ramassé, on a laissé les choses. Et puis, on a édifié le bûcher de l'enfant au même emplacement, et en ramassant les os de l'enfant, par erreur, on a ramassé l'os de l'adulte. Mais donc, cette observation suffit à vous dire qu'il existait des emplacements réservés à l'édification des bûchers, mais ça vous dit aussi que l'adulte de la tombe 9 a été brûlé avant l'enfant de la tombe 6, puisque le tibia était résiduel. Et donc, vous avez des notions de chronologie relative, et on va essayer de faire ça systématiquement. Là, je reviens en arrière, on est ici. Vous avez l'enclos 21, la Via Nocera, la rue, la route du Nocera passe là. Vous avez un enclos qui s'ouvre sur une plateforme derrière. Et derrière, on a une aire de crémation. Ça, c'est l'enclos 21. Eh bien, donc, l'aire de crémation, et dans l'enclos, vous avez la tombe d'un enfant qui s'appelait, l'inscription, on la voit mal là, mais l'inscription nous dit Bébrix, il a vécu 6 ans. Bébrix est un garçon qui a vécu 6 ans. Bon. Et vous avez sa stèle avec le dispositif de calage par une barre de bois transversale, enfin, on a les négatifs dans le comblement. On fouille effectivement dans l'urne, on trouve les restes de l'enfant entre 4 ans et demi et 6 ans et demi. On a travaillé avec Émilie Porta, bon, il n'y a aucun doute. Ça calme. Déversement de cendres dans la fosse, pareil. Et on a des collages entre ce qui est dans la fosse et ce qui est dans l'urne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en fouillant l'aire de crémation de 110, on a trouvé un endroit où ils avaient rassemblé, on voit bien le geste, ils avaient rassemblé sur une surface comme ça à peu près quelques os d'un enfant. Et c'est Bébrix, on a les collages. C'est-à-dire que cette fois, on a le bûcher, le contenu de l'urne et le produit du curage. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait exceptionnel. Eh bien, vous le voyez, pour Bébrix, vous avez l'urne, vous avez la fosse et vous avez l'aire de crémation. Des cendres, il n'y en a pas dans l'urne, il y en a évidemment dans le curage de l'aire de crémation et à l'emplacement du bûcher. Et si vous regardez, le poids moyen de Sofinsky, il est faible ici, mais il est encore plus faible là. Et ce qui reste sur l'aire de crémation, c'est vraiment des tout petits morceaux. Le poids moyen est de 8 centigrammes. Mais si vous voyez l'indice pondéral des mains, vous voyez qu'en fait,
les os des mains sont pour la plupart restés sur un aire de crémation. Je ne sais pas quelle est la norme sur un enfant de 6 ans. L'indice pondéral de référence du poids des os des mains, c'est forcément plus faible que les 2,5, puisque chez l'enfant, la tête pèse beaucoup plus lourd. Je ne sais pas quelle est la norme. En tout cas, quand on compare les trois, on voit bien ça. Et de la même manière, eh bien, on a fouillé aussi, en dehors de l'enclos, on a fouillé des aires de crémation qu'on n'a pas été en mesure de mettre en relation avec des tombes parce que c'est probablement sous la ville actuelle, l'enclos funéraire. Mais là, il reste pas mal d'os, mais le poids moyen, vous voyez, est très faible. C'est un adulte, indice pondéral des mains, 4,7. Vous retrouvez toujours ces éléments très caractéristiques. Vous avez Bébrix, mais là, nous trouvons des os de notre individu, de 2 autres individus. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été nettoyé. Et il y a un fragment de temporal gauche que j'ai réussi à coller avec un fragment de temporal gauche de la tombe 202 qui est juste à côté de celle de Bébrix. Donc, je sais que le sujet a aussi été brûlé là. Mais la tombe 202, on sait qui c'est. C'est une dame qui s'appelle Stalia Affé, qui est la fondatrice de l'enclos. Mais le problème, c'est que Stalia Affé, par la stratigraphie, par le matériel, etc., on sait que ça appartient à la phase 2 de cet enclos qui est entre 0,40 après Jésus-Christ. Or, Bébrix, lui, et c'est une femme de plus de 30 ans, or, puisque l'extrémité médiale des clavicules est soudée, il y a un peu d'arthrose, etc. Bébrix, lui, il a 6 ans, mais il appartient à la phase 3 entre 70 et 79, après Jésus-Christ, la dernière décennie de Pompéi. Donc, entre les deux, eh ben, il y a au moins 30 ans. Et comme Bébrix a 6 ans, Stalia Affé ne peut pas être sa mère. Il y a au moins 2 générations entre les personnes. Et là, vous avez donc la preuve que la même aire de crémation a été utilisée pour le même enclos à plus de 30 ans d'intervalle, au moins 2 générations, sinon 3. Et ça, ce sont des informations qu'on n'a absolument pas par ailleurs. Alors, il se trouve que la tombe de Stalia Affé a une histoire particulière parce qu'en fait, ils ont rehaussé la stèle au bout d'un moment parce que probablement l'inscription menaçait d'être cachée. Et ils l'ont remontée à tel point que le trou, la perforation pour la caler, se trouve au-dessus de la table à libation. C'est-à-dire que quand on enlève la table à libation, on trouve l'urne, vous avez la table à libation, la stèle a été remontée, l'emplacement initial de la stèle était là, et puis au bout d'un moment, ils l'ont remontée. C'est bien aussi la marque du temps qui passe et l'entretien de la mémoire. Et alors, là, je crois que c'est la dernière, et je m'arrêterai là, la dernière image que je voulais vous montrer, juste à côté, on a un petit enclos funéraire qui est l'enclos de Castricia prisca. On le sait parce qu'au moment de la découverte, là aussi, évidemment, on ne le voit pas, mais il y avait ici une plaque marquant Castricia prisca, franchie, etc., morte à 25 ans. Et sur la stèle, il y a la même chose. Et la stèle n'y est plus, mais elle a été cassée au moment de la découverte et elle a été amenée dans les réserves du forum de Pompéi. Donc, on l'a retrouvée. On fouille et effectivement, au pied de la stèle, il y a un coffre et dans le coffre, vous avez des os et il est clair que ces os étaient contenus dans un sac ou dans quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas un nappage continu, il y a vraiment un contenant. Mais ce qu'il y a, c'est que ici, vous avez 2 tombes. Les 2 tombes qui sont ici. Il y en a une qui est complète avec son urne, ses os, sa mensa, etc., sa stèle. L'autre, elle a tout le dispositif, mais l'urne est vide. Et en revanche, sous l'urne, vous avez un curage d'air de crémation, un déversement de sang. Et là, miracle, ça colle. J'ai plusieurs collages entre des petits fragments d'os qui se trouvent là-dedans et les os de Castricia prisca. Et donc, la proposition interprétative qu'a faite William Van Andringa, je suis tout à fait d'accord, mais l'idée de lui, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que probablement cette femme est morte à 25 ans. Évidemment, son tombeau n'était pas préparé. On l'a brûlé
et on lui a fait une sépulture transitoire. C'est-à-dire qu'on a collecté ces os, on les a mis dans un linge, on sait que ça, les os étaient enveloppés dans un sac parce qu'on a encore des tissus et tout. Et donc, on lui a fait une tombe. On a fait un curage de l'air de crémation qu'on a déversé au fond de la fosse. Et puis, on a construit la niche funéraire. Et une fois que la niche a été construite, on a ouvert la tombe, on a enlevé le sac et on l'a déposé dans le pont. Et ce qui est resté, c'est uniquement ce qui avait le curage de l'air de crémation qui avait été déversé au fond de la fosse pour la sépulture temporaire. Alors vous voyez que parfois, il peut être dangereux d'essayer de faire la démographie en comptant le nombre de tombes. Parce que là, très clairement, cette dame, elle a, par la force des choses, hein, elle a 2 tombes parfaitement identifiées. Et pour vous montrer jusqu'où peut aller là-dedans, eh bien, on a... ce sont des sédiments volcaniques et argileux avec des pluies, etc. Et donc, quand les gens cheminaient, ils damaient des passages. Et dans l'enclos, on a repéré des aires de circulation qui se manifestent par ces espèces de nodules, vous voyez, indurés. Et c'est là-dessus que de temps en temps, on trouve un petit fragment osseux brûlé. Au joie. On les coordonne tous. Et après, il faut chercher les collages. Et ce petit exercice a porté quand même sur le premier programme de Pompéi sur 98 000 et quelques fragments osseux. Il n'y a pas de petit plaisir dans la vie, comme je vous disais, il n'y a que du plaisir. Eh bien, là, effectivement, la chance, c'est que tout d'un coup, il y a un fragment de tibia qui a été trouvé dans ces US de circulation et que j'ai pu raccorder au tibia de l'individu supérieur à la tombe 15, puisqu'il y a deux individus l'un au-dessus de l'autre dans cette tombe. Et là, on est aussi tout à fait... là, on est dans les 4 ou 5 dernières années de l'histoire de Pompéi. On est même assez nettement après 70. Donc, vous voyez, ces recherches de liaison, c'est épouvantable. C'est extraordinairement fastidieux, mais ça nous apporte des renseignements qu'on ne peut absolument pas obtenir par autre chose. Et Hansen... maintenant, je l'ai entraîné dans cette dynamique épouvantable, c'est-à-dire que non seulement il étudie la morphologie des ouvragés, les décors, etc., mais maintenant on lui demande de chercher à coller les petits bouts, les moindres petits bouts, pour établir des liaisons entre des unités stratigraphiques, entre le contenu du mur, entre l'air de crémation. Et il y a un certain nombre de cas où nous avons des informations concordantes. Il y a même un cas cette année où lui a eu un collage, là où moi je n'en avais pas. Dans quelque chose qui d'ailleurs va, pardonne-moi, pas beaucoup de signification de mon point de vue, mais non, tout simplement, ce sont des aires de crémation assez anciennes qui étaient au-delà d'un enclos. Puis quand ils ont creusé les fondations de l'enclos, ils ont entaillé l'aire de crémation et ils ont rejeté une partie des sédiments à l'intérieur, disons, pour faire les niveaux de base de l'occupation de l'enclos. Ça ne date pas, c'est antérieur. Moi, je n'ai pas de collage de fragments osseux avec les tombes. Lui a un collage de 2 éléments d'os ouvragés qui nous disent simplement que du sédiment qui a servi à faire les niveaux de base de l'occupation à l'intérieur de l'enclos 26 proviennent du regroupement d'aires de crémation plus anciennes. Mais c'est toute une lecture dynamique. Je veux dire qu'on n'aurait pas ça, on ne saurait même pas. Il y a toute cette lecture dynamique qui passe par cette recherche. Alors, je vous le dis, on ne peut pas s'amuser à faire ça sur des sites partiels, des sites... Mais je veux dire, quand on fouille à Pompéi, c'est quand même un privilège. Pompéi ne nous demande rien. Et Pompéi, ce qui est sous terre n'est pas menacé. Et donc, entreprendre un programme d'archéologie funéraire sur Pompéi, ça n'a de sens que si on a un comportement jusqu'au boutiste. Je veux dire que si on ne le fait pas là, on ne le fera nulle part, évidemment. Parce que là, vous avez un enclos, vous avez toutes les tombes de l'enclos, parfois vous avez les aires de crémation, vous avez les déversements, vous avez les histoires, les aires de circulation, etc. Je veux dire que, bien sûr, quand vous avez une opération d'archéologie préventive qui coupe le quart
d'une nécropole le long d'une voie et encore la moitié des urnes ont été écrétées par de la bourre ou des choses comme ça, vous n'allez pas passer des centaines d'heures à ce genre de choses. En revanche, quand vous avez des sites TRV, mais ça peut arriver à l'archéologie préventive. Avec William Malandringa, John Scheid, que certains d'entre vous connaissent évidemment, et Jean-Pierre Brun, nous avons été commis comme experts pour convaincre le ministère de la Culture qui devait financer, mais lourdement, un chantier préventif à Narbonne, au berge de la Robine. Et le budget de la fouille, c'est quand même 7 millions d'euros. Je veux dire que c'est la première fois qu'on a une fouille comme ça, si vous voulez, en territoire national. Mais pour une raison très simple, c'est qu'on a une portion très importante de nécropole avec les zones de crémation, avec toutes les tombes. Et comme en plus, il y a eu des crues régulières de ce petit cours d'eau, la Robine, ça a fossilisé les niveaux de fonctionnement avec toutes les traces des banquets funéraires, des choses comme ça. C'est-à-dire que, pour une fois, oui, c'est comme Pompéi. C'est-à-dire que vous avez la profondeur des tombes, mais vous avez toutes les traces des cultes commémoratifs, des repas, des structures de crémation, etc. Tout est préservé. Et là, bien entendu, j'estime qu'il serait très grave qu'on laisse détruire une opportunité comme celle-là. Parce que des opportunités de ce type, sur le territoire de la France, pour l'instant, on n'en a jamais eu. On a un tout petit lambeau de niveau de fonctionnement, etc. Là, on a tout. Et donc là, et en plus, c'est une des meilleures archéologues du funéraire, c'est Valérie Bell qui mène l'opération, et qui est vraiment quelqu'un extrêmement compétent. Et on attend beaucoup. Et là, moi, je vais insister pour que ce genre de recherche soit évidemment mise en œuvre à la suite. C'est pas pour rien qu'on a obtenu un financement à cette hauteur. Je m'arrête là parce que j'ai proposé d'en faire 4 heures, mais Agnès n'a pas voulu. Alors bon, non.